Je rêverais, tu vois, de pouvoir emmener mes gamins tous les week-ends au parc, au machin. Tu vois, ma mère, elle partait 6h30, 7h au boulot, elle rentrait à 19h. Mais là, je gagne un SMIC. Bah ouais, ça fait chier, tu vois. Des fois, j'aimerais bien me payer un truc. Je me dis, ah putain, c'est chaud. Bah ouais, on est obligé de compter, tu vois. On fait les courses, on compte, comme tout le monde. Il y a 15 jours, je suis venu bosser avec 42 fièvres. Hein. Qui va faire mon boulot? Personne. J'ai des crédits à rembourser. La banque, elle en a rien à carrer si moi j'avais 42 fièvres. Ici, les locaux, c'est 10 000 € par mois. Rien, sans prendre de risque. Moi, avec mon frangin, nos 2 baraques sont hypothéquées. Savoir d'où tu viens, savoir qui tu es, savoir où tu vas. Et c'est ce qui va te donner la motivation de finir de payer tes crédits pendant 10 ans. Je crois qu'en fait, les réseaux sociaux, ça sert à déverser la haine des gens. T'as quand même de plus en plus de créateurs de contenu qui finissent par se suicider. Il y en a à 13 ans, il y en a à 20 ans, donc ça touche tout le monde. Voir un petit peu la fourberie humaine, j'appelle ces milieux-là le mini showbiz, mais c'est un choix de sprint ou de marathon. Salut Evan. Salut Diego. Comment ça va? Eh ben très bien. Et toi? Bah très bien. Les amis, aujourd'hui je vais pouvoir interviewer Evan de GLB. Alors, déjà merci. Bah merci à vous d'être venu, c'est vous qui avez fait la route quand même. Moi je suis à domicile. Alors, il y a sûrement des gens qui vont se dire pourquoi tu interviews encore une fois Evan, tu l'as déjà interviewé, parce que on était au rassemblement GLB, il avait beaucoup de choses à faire, donc il devait sûrement aussi penser à beaucoup de choses. En plus, ça a été assez rapide, que là au moins on va avoir le temps. Et j'avais plus de voix. Ah oui aussi. On va pouvoir vraiment parler de divers sujets. Je suis tout à toi. Avant les réseaux, avant l'entrepreneur, il y a toujours une histoire. Aujourd'hui, on revient au point de départ. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas du tout? Alors, moi, c'est Evan Gaillard. Je suis originaire de Normandie. J'ai toujours été originaire de Normandie, on va dire entre Magny-en-Vexin et Rouen. Et j'ai 32 ans, bientôt 33. Ouais. ça défile. Je suis papa de 2 enfants, 6 et 7 ans. Et accessoirement, je suis marié. Et on est plutôt... on va plutôt se qualifier d'entrepreneur. On a une vision très entrepreneuriale. Donc aujourd'hui, je suis associé avec mon frère sur beaucoup de projets. Donc on travaille en famille principalement. Ça, c'est super. Et y a ma maman qui est actuellement en train de travailler aussi, qui bosse avec nous et qui vient juste d'avoir sa retraite il y a quelques jours et qui veut pas nous lâcher, donc elle continue à mi-temps. À 13 ans, tu pensais devenir qui? Alors, à 13 ans, tu vois, tout à l'heure, tu m'as vu décharger un vélo. À 13 ans, j'étais dans ma pleine première passion, qui était le cyclisme. Et j'aurais adoré bosser dans le cyclisme. Alors, tu vois, j'avais déjà cette âme de bricoleur. C'est pas pour rien que GLB, c'est Gaillard le bricoleur. C'est que les premières choses que j'ai bricolées, c'était les vélos. Et ça a commencé à 3 ans. À 3 ans, je bricolais déjà mes vélos. Donc, j'avais été peut-être un peu destiné à faire ça. Et à 13 ans, j'étais en plein dans le cyclisme. Donc j'avais ma maman qui m'accompagnait sur toutes les courses, les week-ends, etc. J'étais mordu. Et donc j'aurais rêvé pouvoir soit devenir potentiellement professionnel, mais c'est très dur, ou devenir, tu vois, vendeur dans le cyclisme ou mécanicien dans le cyclisme, tu vois, travailler pour une écurie du Tour de France, ça aurait été un de mes rêves à l'époque. Et puis en fait, ma passion a presque fait le reste, mais à l'inverse. Puisque pour la petite histoire, à 16 ans, j'ai eu un grave accident de cyclisme. Je me suis vautré, mais bien comme il faut. Donc avec des gros problèmes de dos, notamment à la moelle épinière. À cette période-là, tu vois, on devait être début des années 2000, 2005, 2007, tu vois, peut-être. Et il y avait le début de l'informatique. Tu sais, la DSL qui arrivait à la maison. Donc j'avais une deuxième passion qui était l'informatique. Et notamment tout ce qui était jeux vidéo sur ordinateur, l'overclocking, je sais pas si ça te cause un petit peu, mais c'était le tuning des ordinateurs à l'époque. Et du coup, avec mon accident de vélo, donc j'ai arrêté le cyclisme parce que c'est devenu une souffrance et plus un plaisir.
Et je pense que quand tu fais quelque chose qui ne te procure plus de plaisir, faut l'arrêter. Du coup, je me suis mis à fond sur ma deuxième passion qui était l'informatique. Et puis après, j'ai grandi, donc 13 ans, tu vois, t'es pas très loin de 18. 18, j'ai eu mon premier permis. Et du coup, j'ai commencé à bricoler ma première bagnole. Et une deuxième passion s'est greffée sur la mécanique. Et à l'époque, suite à mes problèmes de santé, les médecins me disaient, écoute, faut travailler dans un bureau, pas en manuel, quoi. Donc, on va dire que les médecins m'avaient orienté vers l'informatique, qui était quand même une de mes passions, donc je suis pas allé à contre-cœur. Et donc j'ai fait des études, j'ai un bac+3 en sécurité informatique et je travaillais notamment pour les banques ou les grandes surfaces pour tout ce qui est système monétaire, donc sécurité réseau. Après je suis arrivé ici, donc on verra la suite sur les plusieurs questions. Est-ce que tu te souviens du moment précis où tu t'es dit « Ah, je veux travailler dans la mécanique ». En fait, c'est difficile à répondre cette question-là parce que la mécanique, elle est venue progressivement. En fait, donc je t'ai expliqué ma période vélo. Entre ma période vélo et ma période voiture, il y a la période moto. Donc je devais avoir entre 15 et 18 ans, tu vois. Et j'avais une petite bécane de cross et j'ai appris la mécanique là-dessus, sur les dirt bikes. Et je commençais à régler, machin, pour gratter avec les copains, tu vois, sur le tour. Puis après, monter des échappes. En fait, j'ai commencé à me passionner de mécanique sur de la bécane. Après, j'ai commencé à faire de la voiture. Donc j'ai commencé avec une Clio Laposte que mes parents m'avaient payée. Et puis après, j'ai récupéré une vieille Clio que j'ai rachetée, que j'ai remis en état, que j'ai revendue. Puis j'ai commencé à monter comme ça. Et puis j'ai très vite eu une Porsche Boxer, donc ma première Porsche, je devais avoir une vingtaine d'années. Donc tu vois, j'ai quand même été assez vite dans cette démarche. Du coup, je suis passé de faire de la mécanique dans mon garage sur ma Clio à faire de la mécanique dans mon garage sur ma Porsche. Et pour moi, c'était la même chose. Une voiture, c'est une voiture. Tu vois, j'étais toujours dans cette démarche-là. J'ai commencé à faire des sorties Porsche, parce que je me suis passionné pour la marque. Donc, j'ai commencé à faire des sorties le week-end avec pas des clubs parce que c'était pas dans mes finances, mais t'avais des associations qui organisaient comme ça des balades. T'en avais sur Deauville, t'en avais à Passy-sur-Eure, ici dans le secteur. Et du coup, j'ai commencé à me faire un réseau d'amis qui roulaient en Porsche et qui, eux, payaient le garage pour entretenir leur Porsche et qui me voyaient entretenir. Et du coup, j'ai commencé à avoir l'entretien à titre gratuit, tu vois. Il y avait même pas d'argent ou quoi que ce soit. Mais c'était mon plaisir du week-end de bosser. Et puis, quand tu passes d'une Clio il y a 3 ans à bosser le week-end sur des Porsche, tu vois, sachant que je m'étais passionné pour la voiture, c'était génial, mais c'est resté très longtemps une passion du week-end. Jamais, à ce moment-là, je me suis dit j'en ferais mon métier. Pour faire le parallèle, j'étais dans l'informatique, donc professionnellement, je bossais dans l'informatique. Tout ce qui est outils diagnostiques pour les voitures, c'était intuitif pour moi, quoi. C'était la logique. Ouais. Donc j'ai commencé à me faire une petite réputation dans un groupe de copains qui disaient attends, si t'as un problème, va voir machin, etc. Et donc à la fin, j'étais submergé de boulot à dépanner les copains, etc. Dans ma boîte d'informatique, ça allait pas du tout parce que moi, je suis quelqu'un qui bosse, mais il faut que j'ai quelque chose en retour. Et j'étais devenu un peu le dindon de la farce, où c'est moi qui commençais à 5-6 heures du mat. En fait, on avait des missions, donc on avait un planning de clients qu'il fallait honorer, et on faisait nos journées. Et moi, j'étais un bosseur, je bâtissais des baraques à l'époque, tu vois. Je rénovais mes maisons, voilà, quoi. Parce que ce que je fais en voiture, je l'ai aussi fait en maison. J'ai acheté des maisons délabrées, je les restaurais, je les revendais, machin, etc. Quand je finissais mon boulot, je bossais sur ma baraque. Mon objectif, c'était partir tôt le matin, rentrer milieu d'après-midi, comme ça, on va dire de 15h à 22h à minuit, je bossais sur ma maison, et j'enquillais comme ça, quoi. Le problème, c'est qu'au boulot, on voit ceux qui font, mais on voit pas ceux qui font pas. Et donc, t'es pas rémunéré, tu bosses plus que les autres. Au final, tu dois faire le boulot des autres. Donc, un beau jour, on en parlait tout à l'heure, je suis très sanguin. J'ai pété un câble, j'ai dit à mon patron, c'est simple, si je dois faire ça, tu me le diras pas 2 fois. Je m'entendais très bien avec mon patron pourtant. Il m'a dit de le faire. Le soir, je lui ai dit tiens, les clés, elles sont là. La voiture, tu peux venir la récupérer. J'arrête. Et c'est comme ça que je me suis dit pourquoi pas me lancer dans la mécanique. Tu parlais d'informatique. Ouais. Parce que je trouve que c'est quand même un sujet très large. C'était quoi? Genre coder J'ai fait un bac. Après, je suis parti en BTS, donc là, on faisait tout ce qui était... En fait, dans le BTS, au début, t'as le premier semestre, comme tu dis, c'est très large, donc t'as le codage, parce que nous, on avait le dev, et le réseau. Donc en gros, sur le premier semestre, tu fais les deux, t'apprends les bases, parce qu'il y a aussi besoin des bases sur les deux. Et après, tu t'orientes sur ce qui te passionne le plus. Donc moi, j'étais pas trop dev, parce que c'est un peu caricaturé, mais tu sais, t'es le gros geek avec ton paquet de chips, tu fais du code toute la journée, alors que le réseau, t'as aussi une partie où tu bouges un peu. Donc moi je suis parti sur la partie réseau et je me suis passionné de ça, tout ce qui était sécurité, piratage, etc. ça m'intéressait. Donc du coup je suis parti, après j'ai fait des études sup et j'étais vraiment sécurité, donc spécialisé sécurité réseau. Donc tout ce qui était entre guillemets cryptage, mise en place de systèmes réseau pour éviter le piratage. Donc on travaillait pour tout ce qui était monétaire, donc les banques. Et par exemple t'allais chez Auchan, Super U, etc. C'est moi qui ai fait toutes les caisses quand tu vas chez Super U, c'est moi qui les ai fait par exemple.
Ah ouais, c'est vrai. Et j'étais en alternance, et en alternance, je m'occupais d'informatiser les silos. Je crois que vous êtes à la campagne, donc t'as déjà vu ça. Les tracteurs, quand ils passent avec le blé sur des bascules, avant, t'avais une aiguille comme ça. L'informatisation des silos, c'est également une de mes tâches que j'ai fait en alternance, dans tout le secteur ici. C'est vrai. Rien qu'au début, déjà, c'était pas mal. Hein. Tu t'es construit grâce à ton environnement ou malgré lui? Je suis quelqu'un qui a pas de chance. S'il y a une merde, elle est pour moi, c'est sûr. Moi, le loto et tout, j'y joue pas, ça sert à rien, je suis sûr de perdre. Du coup, je me suis toujours dit qu'on n'a rien sans rien et qu'il faut provoquer sa chance. Donc, des fois, tu te casses la gueule. Et des fois, tu vois, ma première entreprise que j'ai montée en informatique, parce qu'avant d'être salarié, j'ai monté une entreprise, ça n'a jamais marché. Voilà, donc ça marche pas à tous les coups, tu vois, on parle aussi des réussites, mais on parle très peu des échecs. Donc, en fait, je pense que c'est l'école de la vie, et moi, c'est ce que je dis aux gens, tu vois, c'est pas parce qu'aujourd'hui t'as réussi, c'est combien d'échecs t'as eu avant de réussir. Aux US, on va dire, si tu te casses la gueule une fois, deux fois, normalement la troisième fois t'es prêt. En France, on va dire, ce serait bien que tu te casses la gueule 3 fois, comme ça tu réussis jamais, tu vois. Il y a un peu ce côté caricatural en France de ça. Des échecs, j'en ai eu. J'en aurai certainement à venir parce qu'on essaye plein de choses. Je pense que c'est un tout. Je suis quelqu'un qui a un caractère fort. Je suis quelqu'un qui est bosseur, motivé. Donc tu vois, il y en a qui faisaient leurs 35 heures et puis le week-end c'était vacances et tout. Moi je pars quasi jamais en vacances. Il y en a qui prenaient des gens pour faire les travaux. Moi je me disais attends combien ça coûte là le placo? Il y en a pour 10 000 balles, attends bouge pas je vais le faire. Donc j'ai appris à faire du placo, de la maçonnerie. En fait je touche à tout. Tu vois, la toiture, la charpente. Je veux pas dire que je suis un gars du bâtiment parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais en fait j'ai toujours touché à tout pour économiser, pour assouvir mes passions. Donc quand c'était le vélo, je mettais mon argent dans le vélo. Quand c'était les bagnoles, je mettais mon argent dans les bagnoles. Sauf que j'ai jamais été quelqu'un qui a gagné 10 000 balles par mois. Donc du coup, le seul moyen d'avoir cet argent à dépenser dans quelque chose qui me passionne, c'était pour tout le reste de me démerder. Donc moi j'appelle ça l'école de la vie. Tu vois, c'est tu sais pas faire, c'est pas grave, apprends. Apprends, parce qu'en fait, tu vas peut-être galérer là, mais demain, tu vas pouvoir le faire. Et c'est cet argent que j'ai gagné en rénovant des maisons. Quand je vendais mes maisons, je gagnais de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est moi qui faisais entièrement les travaux. C'est des bagnoles que j'ai achetées pas cher, ma première Porsche, parce qu'elle avait des problèmes et que je l'ai réparée moi-même. Donc en fait, c'est un peu tout ça. Et puis forcément, ça, c'est les grandes lignes. Mais dans ces grandes lignes, t'as toujours des emmerdes. Voilà, t'achètes une baraque, un truc qui était pas prévu. Tu vois, c'est comment je vais m'en sortir, comment je vais faire ça, tac, 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 tac. Faut pas rester dans le canapé à faire son 35 heures et attendre que ça arrive. Faut taper dans la butte et forcément tu vas avoir des moments difficiles. Mais c'est ce qui va forger ton caractère et ce qui va forger le fait que tu vas avoir, tu vois, une certaine forme de courage à te dire, tu vois, même encore aujourd'hui, on vit mieux, on a des business, c'est pas tous les jours facile, tu vois. Des fois, tu te prends une claque, puis le lendemain une autre, et tu dis, ça s'arrête quand, quoi. Et si t'as pas eu cette école de la vie, au bout de 2 claques, t'abandonnes tout, t'arrêtes. Ouais. Que si t'as eu l'habitude de dire, ok, là, je suis dans la merde, mais je vais m'en sortir. Tiens, moi, je peux te donner des anecdotes, des baraques que j'ai achetées, je prenais tout ce qu'il y avait dans les tiroirs, là, et on finissait avec 30 €. Pour faire le mois, pour bouffer, on mangeait des pâtes, quoi. Certains disaient, mais vous êtes dingue, quoi. Mais en fait, non, c'est un risque à prendre. Cette baraque, où il nous restait 30 balles à la fin du mois, on l'a revendue 3 ans après, j'ai fait 50 000 € de bénéfices. Ça m'a permis d'acheter la deuxième, qui était plus grosse. Et en fait, c'est l'école de la vie, quoi. Même si ça s'arrêtait un jour, tu sauras quand même te débrouiller. Moi, j'ai jamais eu peur de me dire si ça doit s'arrêter. En fait, moi, il y a pas de problème. Tu sais quoi, je vais faire caissier à 5 minutes de chez moi. J'ai pas de frais carburant. Moi, je suis pas quelqu'un de fier. Je m'en fous. Ça me gêne pas. Tu vois, demain, j'ai des problèmes d'épaule maintenant, donc c'est plus compliqué. Mais ça me gênerait pas. Tu vois, demain d'aller bosser dans le bâtiment. Moi, je pourrais pas rester dans mon canapé. Donc, après, c'est sûr que t'adapterais parce que t'as peut-être pas forcément les mêmes envies, t'as pas forcément les mêmes ambitions quand tu travailles pour un patron que quand tu travailles pour toi. Mais franchement, si dans le pire des cas, demain, tout s'arrête, je dois retourner travailler, ça me poserait absolument aucun problème. J'ai fait une interview avec Paul Classic Car et il me disait que lui, il avait jamais eu de galère, jamais eu d'échec. Je lui avais dit qu'avec papa, on avait remarqué que toutes les personnes qui réussissaient, elles avaient eu un échec. J'ai une petite anecdote, on a acheté la première Porsche de mes parents, on a fait 300 bornes, j'ai pris le volant, j'ai fait 10 km, le moteur il a pété, quoi. Donc, il a fallu changer le moteur, on a changé une deuxième fois le moteur, le deuxième moteur était pété aussi, donc il a fallu 3 moteurs. Donc déjà c'est pour te montrer un petit peu mon niveau. À force d'avoir des galères comme ça, il y a des gens, moi ce que j'appelle faibles, et c'est pas du tout péjoratif, c'est juste que pour moi ils ont pas eu la bonne école de la vie. C'est si t'as des enfants, que t'as les moyens,
t'as des enfants, tu leur payes tout. Ils ont jamais de difficultés. Ils vont jamais chercher par eux-mêmes. Mais en fait, t'en fais des gens faibles, pas au sens péjoratif, au sens propre. C'est-à-dire que des gens qui n'ont jamais eu d'échec, qui n'ont jamais galéré dans la vie, et ben en fait vont baisser les bras à la première difficulté. Ils vont dire « Oh, je n'y arriverai pas ». Et ça, on en a combien? Enfin, on va pas parler politique, mais aujourd'hui, quand on voit la tournure que prend la France au niveau politique, c'est parce qu'on a trop de gens comme ça. On a trop de gens qu'on a assistés, que ce soit politiquement, socialement ou par leurs parents, parce qu'il y a aussi des gens qui ont eu, comme on dit, l'expression « on est avec une cuillère en or dans la bouche ». Ces gens-là, en fait, avec l'argent, tu peux tout payer. C'est-à-dire que tu peux dire « Ah bah t'as un problème, bah attends, tiens, je te mets un peu d'argent, il n'y a plus de problème ». Mais ces gens-là, tu vas les aider, mais tu vas pas les aider mentalement. C'est-à-dire que ce sera des faibles mentalement, parce qu'à la moindre difficulté, s'ils ont plus cet argent pour solutionner le problème, bah, il va falloir du courage. Et le courage, il passe par le mental. Si t'as pas de mental, t'as pas de courage. Si t'as pas de courage, t'as pas de mental et t'as pas de thune, eh ben, tu finis dehors. Et c'est aussi le rôle de parents, tu vois, de dire, et ça, je pense que mes parents me l'ont bien inculqué, t'es dans la merde, c'est de t'en sortir. Si vraiment t'y arrives pas, on sera là. Mais si t'arrives à t'en sortir, ce serait mieux, tu vois. Ça, je trouve que c'est avant tout le rôle de parent quand t'es petit de t'inculquer ça. Et après, c'est à toi de le conserver et pas te reposer sur tes lauriers. J'ai l'impression que tu parlais de moi. Quel a été ton vrai premier échec et est-ce qu'il t'a appris quelque chose? Vrai échec, je pense que ça a été ma première entreprise dans l'informatique, parce que ça a été un échec. Ça m'a appris que se faire un nom, c'est pas quelque chose de simple. En gros, moi j'étais je sortais d'études, j'étais en alternance et comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un de sanguin. Je m'entendais très bien, sauf qu'à un moment tu fais des études, c'est pas pour être payé au ras des pâquerettes. Et j'avais pas mal bossé dans la boîte. Et quand ils m'ont annoncé le salaire qu'ils voulaient me payer, j'ai dit bah là ça va pas être possible quoi. J'ai là non, et là j'étais caissier à Super U, tu vois, je reviens, j'avais pas de frais de carburant, je gagnais la même chose, donc j'ai dit non, c'est soit on revoit le salaire, soit je m'en vais quoi. Ils étaient persuadés que j'allais rester, et pas de bol, je suis pas resté. À l'époque, c'était la grande ère, tu sais, où tout le monde disait dans l'informatique, il y a du boulot. Il y a eu une période comme ça où tout le monde disait ça. Donc j'ai monté ma boîte de prestation de services en informatique. Et le problème, c'est que, tu vois, faut pas y aller les deux pieds comme ça sans faire d'analyse. J'avais pas fait d'études de marché, j'avais rien fait, j'étais jeune, j'avais 20 ans, tu vois, la force de l'âge. Sauf qu'en fait, quand tu vas toquer aux portes des entreprises, que j'ai fait du démarchage, sauf que tu vas toquer aux portes des entreprises, les entreprises, elles ont tous des contrats signés pour 2 ou 3 ans avec des boîtes. Et donc, quand t'en visites 20 et que t'en as une, faire un chiffre d'affaires avec une boîte, c'est compliqué. Alors après, tu te dis, je vais aller plus loin, ouais, sauf que j'ai 2 heures de route pour aller là-bas, j'ai d'autres clients à 2 heures de route là-bas, en fait, ma prestation, elle passe dans les frais de transport. C'est pas possible. Donc, en fait, ce fut un échec parce que c'était un milieu que j'avais trop sous-estimé, mal, je sais même pas que j'avais mal, c'est que je l'avais tout simplement pas vérifié en fait. Je me suis dit, ok, je lance ma boîte, ça va être facile quoi, j'ai les compétences. J'avais les compétences, seulement le marché, c'est pas que toi, c'est toi et un environnement. Et quand t'analyses pas l'environnement et que tu fais que toi, soit t'as vraiment du cul et ça passe, soit tu te casses la gueule. Et ça a été mon cas. Mais après, il faut savoir s'arrêter au bon endroit, pas s'enterrer. Moi, je me suis dit, je me laisse 1 an. J'ai fait ce que j'avais à faire, ça a pas marché. Au bout d'1 an, j'ai arrêté. Voilà, pas de fierté, tu vois. Tout ce qu'on fait ne peut pas marcher du premier coup. Faut pas avoir la fierté. T'en as qui veulent pas avoir d'échec parce qu'ils ont honte de l'échec. Moi, encore une fois, je trouve que c'est l'école de la vie. Faut pas avoir honte de l'échec, faut apprendre. Tu prends un Bernard Tapie, il a essayé 10 trucs, il a loupé 10 trucs et la 11e, elle a cartonné, tu vois. Non mais, tu prends un Donald Trump, on aime ou on n'aime pas. Ah là là. Il est ce qu'il est aujourd'hui, on aime ou on n'aime pas, mais son parcours entrepreneurial est extraordinaire, quoi. Donc on ne devient pas quelqu'un si on se casse pas la gueule plusieurs fois. Enfin, je pense. Je ne vais pas répondre. C'est pas contre toi, c'est pour les réseaux. D'accord. T'es pas bloqué. Il y a son nom, mais t'aimes bien son histoire. T'es pas bloqué, oui. T'es quelqu'un de bien. Voilà. Ça y est, on peut clôturer. Allez, c'est bon. Qui a cru en toi avant que ce soit les chiffres qui parlent de toi? Je pense que c'est ma communauté. Enfin, croire en soi, c'est compliqué. Après, je pense que tes parents croient toujours en toi, même si on te le dit pas. Tu vois, je pense que c'est le rôle de parents aussi. Mes parents sont très réservés, ils me l'ont jamais dit, tu vois, mais j'ai pas de doute qu'ils le pensent. Avant tout. Je travaillerai pas avec toi sinon. Moi, j'ai commencé YouTube jamais en me disant je veux devenir youtubeur. À aucun moment je me suis dit je vais devenir youtubeur. Pour la petite histoire, j'ai perdu mon permis. Alors il y a prescription maintenant, je peux en parler, mais avec mon papa on est parti faire un tour de moto. Je me suis fait sucrer le permis, excès de vitesse. Et je fais pas du tout l'apologie de la vitesse, c'est juste pour remettre un contexte. Et je me retrouve du coup licencié de la boîte où je bosse.
parce que j'étais itinérant, donc pas de permis, pas de voiture, pas de boulot, quoi. Donc je me retrouve licencié. À cette période-là, il y avait eu beaucoup d'accidentologie en Normandie, donc je prends le maximum. Suspension 6 mois, test psychologique, médecin, donc j'ai pris 50 permis provisoires, pour la petite histoire. C'était un gros excès de vitesse. Mais j'ai pris une peine exemplaire parce qu'il y avait eu beaucoup de morts sur les routes à ce moment-là. Et donc, je bricolais à ce moment-là des voitures dans mon garage. Enfin, dans le garage de mon père, parce que j'ai aidé mon père et accessoirement, donc je ramenais mes bagnoles, c'était plus agréable que de bosser dehors. Garage de mon père, pas garage Tommy, le garage professionnel, il réparait des nacelles à l'époque. Ma femme, qui est là, elle me dit, mais en gros, c'était l'époque où, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont connaître, les 1,5 litre DCI, les premiers 1,5 litre DCI qui sont sortis, il y avait de la pompe qui limaillait et ça bouchait les injecteurs. Et en fait, chez les garages, on changeait la pompe, les injecteurs, etc. Alors que dans l'injecteur, c'était une petite valve et ça valait 15 €, tu vois. Et en gros, t'avais pour 3-4 000 € à réparer. Et donc, moi, je montre un petit peu ça. Et puis, ma femme, elle me dit, mais attends, mais fais une vidéo sur YouTube, ça va intéresser des gens, quoi. Enfin, c'est l'arnaque, quoi. Moi, j'ai acheté les pièces 15 balles et les garages facturaient 3000 balles. Je fais cette première vidéo en 2016 où tu peux la retrouver avec ma blouse bleue, etc. Et là, je suis pas du tout à l'aise, mais pas du tout, tu vois. Je dis, vas-y, laisse tomber, c'est pas pour moi, ça. Je veux pas faire ça, quoi. La vie continue, j'achète les maisons, je rénove les maisons, machin et tout. J'ai mon premier garage. Donc là où j'ai commencé avec le Cayenne, où j'ai vraiment démarré la chaîne YouTube, je me suis dit, bah tiens, en fait, j'avais ce côté où moi je roulais en Porsche, j'avais 22 ans, et dans l'environnement, c'était, ouais, bah lui c'est un fils à papa, et il roule en Porsche, il a 22 ans, alors que mes parents m'ont jamais payé une Porsche, tu vois. Mes parents, ils étaient ouvriers. C'est juste que parce que je les réparais moi-même, j'arrivais à économiser pour me les acheter, tu vois. Et donc je me suis dit, bah j'ai envie de montrer aux gens que si ils sont prêts à se salir les 10 doigts, eux aussi peuvent acheter une Porsche. Parce qu'une Porsche, ça coûte pas plus cher qu'un Scénic. Pour un peu contrer les gens qui me critiquaient au quotidien, tu vois, dans mon environnement parfois très proche. Quand j'ai voulu créer un compte YouTube, ça me dit que j'avais déjà un compte. Mais je savais plus, moi, que j'avais créé cette fameuse vidéo. Mot de passe oublié, machin. Et donc, je retrouve ma chaîne YouTube. Et là, je vois, j'ai 3000 abonnés. Et la vidéo, elle avait fait 400 000 vues. Mais je savais même pas, tu vois. Wow. Donc, je reposte sur cette chaîne parce que j'ai retrouvé mes identifiants comme ça, mais après le boulot, tu vois, je bossais le soir. Et puis je suis monté 5 000 abonnés, 10 000 abonnés, 15 000 abonnés. Aujourd'hui, je pense que je dois à ma communauté parce que c'est eux qui m'ont amené là, quoi. Donc je pense que t'as été très content quand t'as vu la vidéo. 400 000 vues. Bah ouais, en fait, j'arrive même pas à me représenter ce que ça faisait, quoi. Tu vois, truc que j'avais fait comme ça à l'arrache dans le garage, je te dis, j'avais même pas d'identifiant. C'est même pas un truc que j'avais suivi en me disant ouais, si ça pète, machin. Même le titre, je crois que j'ai même pas changé. Tu regardes le titre, genre je savais même pas quoi mettre, quoi. À l'époque du Cayenne, je balançais des petits tutos comme ça pour aider les gars, pour pas qu'ils aillent au garage, parce qu'ils allaient s'en sortir pour 5, 600, 800 balles pour un truc qui leur coûte 50 balles, quoi. Et c'est ça que j'ai partagé au début. Et Kai, hein, t'aurais dû mettre un t-shirt de plus, hein. On voit les voitures, on voit la réussite, mais derrière, il y a de la pression. Oh oui. Entre mécano, patron et créateur de contenu, qu'est-ce qui est le plus lourd? C'est l'ensemble. En fait, là, tu vois, on est vraiment dans l'envers du décor. Tu parlais de pression juste avant, je pense que c'est ce qui est le plus dur à encaisser. C'est ce qui fait que tes nuits sont courtes, c'est ce qui fait que tu te lèves le matin, et c'est ce qui fait que t'arrêtes pas. Pourquoi? Parce que, tu vois, t'as un environnement, sauf qu'un environnement, il se crée pas comme ça. Il se crée avec du chiffre d'affaires, des crédits, j'insiste, et un remboursement, j'insiste, et donc une certaine pression, c'est-à-dire que si t'es malade, je te prends mon exemple, demain je suis malade, ma mère elle peut te dire, hein, il y a 15 jours je suis venu bosser avec 42 fièvres, hein, parce que qui va faire mon boulot? Personne. J'ai des contrats à honorer pour des publicités, j'ai des crédits à rembourser, et à un moment la banque elle en a rien à carrer si moi j'avais 42 fièvres. Elle veut son chèque à la fin du mois. Hein. Ici, les locaux, c'est 10 000 € par mois de crédit. Donc, la pression, c'est... je parle pour moi, mais je parle aussi pour mon frère, parce qu'on est associés hein, ici. On l'a, et je pense que c'est la chose la plus dure à encaisser. Et c'est ce qui te fait vieillir le plus rapidement, tu vois, mes cheveux blancs. Parce que c'est une pression quotidienne, voilà. Après, il y a une autre pression, c'est celle de l'algorithme. C'est que quand tu travailles sur les réseaux, on en parlait tout à l'heure avec ton papa, l'algorithme, c'est ce qui va faire que ça va continuer ou ça va s'arrêter. Donc tu peux pas dire tiens, je suis malade, je sors pas de vidéo cette semaine. Bah non, parce que ton rythme, il doit rester comme ça. Malade ou pas malade, ça doit sortir. Pour le spectateur, ça peut paraître bizarre. Oui, au pire, l'algorithme. Non, parce qu'en fait, ton algorithme, tu vas mettre une vidéo pour le détraquer, il va t'en falloir 10 pour revenir là où t'étais. Donc en fait, tu perds pas une vidéo, tu perds 11 vidéos. Oh. Et donc ces 11 vidéos, remis dans un contexte, 11 vidéos, c'est 1 mois et demi
de boulot. Donc c'est-à-dire que pour un retard, tu vas avoir 1 mois et demi de retard, 1 mois et demi financier. Quand tu remets sur le finance, bah ça peut te poser des problèmes de crédit, par exemple. Aujourd'hui, bah il y a quand même plusieurs métiers qu'on cumule. Tu vois, les gens se disent ouais, les youtubeurs c'est bien, il prend sa caméra le matin, il se lève, il filme. Non, c'est pas vraiment l'envers du décor. C'est on a des entreprises à gérer, on a des clients, donc des partenaires aussi à gérer. On a, moi j'ai une vie de mécanicien du coup, parce que bah mon contenu c'est de la mécanique, donc je fais le même boulot qu'un mécanicien, et j'en fais des fois peut-être même plus que des mécaniciens. Derrière j'ai aussi un boulot de monteur, parce que c'est moi qui fais les montages vidéo. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce que bah aujourd'hui mes vidéos ont un caractère technique que j'ai envie de conserver parce que c'est ce qui me plaît. Et le problème c'est que va donner une vidéo technique à un monteur qui connaît rien en mécanique, et bah la vidéo elle est belle, mais une fois que tu l'écoutes, elle veut plus rien dire. Donc je préfère faire des vidéos un peu moins belles, mais qui gardent le sens. Donc du coup c'est moi qui fais tous les montages vidéo YouTube. Pour tout ce qui est montage, short et les réseaux sociaux, c'est ma femme. Ah, ok. Mais tous les formats longs, c'est moi qui les fais, donc j'ai un boulot de monteur. Donc ma femme gère les réseaux et moi je gère tout ce qui est YouTube. Donc tu verras sous chaque commentaire YouTube, tant que je peux, je mets un petit cœur. On en parlait tout à l'heure. Oui. Ça veut dire que je t'ai lu, même si je peux pas répondre. Il y en a qui veulent pas comprendre ça, mais à un moment, quand t'as 300 commentaires jour, tu peux pas répondre aux 300. Mais j'essaie autant que possible de lire 100% de ce qui se dit pour tout simplement rester connecté avec ma communauté et l'entendre, tu vois. Tu peux pas forcément te faire écouter parce que tu peux pas écrire à tout le monde, mais déjà entendre les gens, c'est important. Donc en fait, quand tu mets le cumul de tout ça sur une semaine, bah autant te dire que maintenant je m'accorde le dimanche, que je m'accordais pas avant, je m'impose le dimanche parce que j'ai des enfants. C'est du matin au soir, des fois très tard le soir, hein. Nous on bosse jusqu'à minuit, des fois 1 heure. Hein. À quoi ressemble une journée que les gens ne voient pas? Bah écoute, mes journées, c'est globalement tous les mêmes à l'exception du mercredi. Le mercredi, c'est montage. Alors, tu vois, je me suis remis, je m'étais un peu encrouté. Et mon fils s'est mis au vélo. Du coup, moi, j'étais ancien passionné de vélo, on a parlé tout à l'heure. Du coup, je me suis remis au vélo. Tu vois, là, je suis venu, je vais repartir en vélo ce soir, jusqu'à chez moi. Et du coup, je me suis accordé le mercredi, alors, pas toujours le mercredi après-midi, un morceau de l'après-midi pour faire du sport avec mon fils. Et le dimanche pour faire du sport avec mon fils. Sinon, toutes mes autres journées se ressemblent. Le mercredi, c'est pour ça que je te dis, c'est pas toujours l'après-midi, c'est un morceau de l'après-midi. Le mercredi, c'est montage vidéo, tant que j'ai pas fini. Le mardi soir, donc mardi soir, c'est après ma journée de boulot, c'est montage vidéo. Donc j'ai vraiment mardi soir, on va dire de 17h, de 17h à minuit, 1h, jusqu'au mercredi, jusqu'à ce que j'ai fini, je fais que mes montages de la semaine. Sinon, du lundi, mardi, jeudi, vendredi et des fois le samedi, ou le samedi je fais un peu d'administratif, parce qu'il y a aussi la compta et tout à gérer, tu vois, tout l'envers du décor qu'on a. On a plusieurs entreprises, donc il y a aussi plusieurs, tu vois, entre les paperasses, le comptable, le machin, le truc, ça te prend vite du temps. C'est debout, les enfants partent à 7h50 à l'école, on arrive ici 8h15, 8h30, on charbonne, on mange en 40 minutes quand tout va bien. Ah ouais, c'est avec l'école, 1 heure, c'est... Après, on charbonne, donc mécanique, tournage, jusqu'au soir. Le soir, on rentre, on va chercher les enfants à l'arrêt de bus, et après, on fait montage vidéo. Le soir, ou administratif, ou gérer les réseaux, etc. Donc, on va dire que passer la journée, c'est plutôt filmer mécanique, et le soir, c'est administratif ou montage vidéo, quoi. Et du coup, tes enfants, ils le vivent bien, ça? Je vais pas te dire que c'est facile, parce que c'est surtout dur pour nous, je pense, parce qu'on essaie quand même tu vois, de pas les oublier, de pas les mettre de côté. Ouais. On a un enfant qui est TDAH, donc c'est pas simple, parce qu'il demande beaucoup d'énergie et donc c'est plus compliqué pour lui que pour ma fille qui est entre guillemets plus normale. Donc c'est difficile quand t'as une vie à 200 à l'heure d'attribuer encore plus de temps à un enfant qui t'en demande. Donc je veux pas te dire que c'est facile. On fait le maximum, on essaie de les rendre heureux. Tu vois, là on va partir. Je partais jamais en vacances moi. Marion elle me connaît. On est parti une fois en vacances en 13 ans de vie commune. Tu vois. Moi c'est boulot. Là c'est pour ça que j'ai construit mon camion de pompier aussi. C'est aussi pour passer du temps avec les enfants. Et dans le camion, j'ai mis aucun écran. Comme ça oblige à déconnecter moi comme eux et de se retrouver aussi un petit peu. Donc on essaie de mettre en place du temps comme ça,
Mais le temps chez nous, il est précieux. Ouais. Tu vois, la définition du temps, c'est de l'argent. Nous, on se le dit souvent. Non pas pour gagner plus, mais ça marche. Parce qu'on optimise en fait. On optimise. Tu vois, des fois, ma femme va faire ça, moi je vais faire ça, parce qu'en fait, on essaie d'optimiser tout le temps. Nos journées sont optimisées parce qu'on manque de temps, quoi. Tu peux expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est TDAH? TDAH, c'est un trouble du comportement, entre guillemets. D'un enfant, tu vois, t'as l'autisme, parce que TDAH, tout le monde connaît pas, mais t'as l'autisme, c'est une version beaucoup plus soft de l'autisme, couplée à de l'hyperactivité. Donc en gros, c'est un enfant qui va avoir du mal à contenir ses émotions, qui va demander beaucoup de temps, qui va être tout le temps à fond. Voilà, mon gamin, il se lève, même le week-end, à 7h30, il est debout, direct, quoi. Donc, c'est un enfant qui va être impulsif. Toi, quand t'es plus normal, tu vas pouvoir contenir, tu vois. Te dire, bon, je suis en colère, mais non, lui, il est en colère, il va exprimer sa colère. T'as vraiment, en fait, les émotions qui sont amplifiées et qui prennent, c'est un enfant qui prend plus de temps qu'un autre, quoi. Les réseaux t'ont apporté plus d'opportunités ou plus de pression? Alors, la pression sur les réseaux, moi, si tu veux, je l'ai pas, je m'en détache. Autant sur YouTube, j'ai une communauté bienveillante. J'ai eu une période où j'avais des haters sur YouTube, j'en ai plus. Franchement, quand je te dis que ça représente même pas 1% de ma chaîne, c'est vraiment, je crois que tu dois être dans les 0,01%. Franchement, sur YouTube, j'ai une communauté hyper bienveillante. C'est super. Et franchement, je leur remercie pas assez. Je trouve qu'en fait, les réseaux sociaux tirent vraiment le niveau intellectuel des gens, pas que des enfants, des gens, vers le bas. Parce que c'est bourré de fake news, c'est bourré d'IA, c'est bourré de fausses informations. Et les gens ont l'habitude d'avoir de l'information qui tombe comme ça et de la gober. Or, avant, quand il n'y avait pas tout ça, l'information, tu allais la chercher, tu la vérifiais. Et ça s'est perdu. Donc du coup, bien évidemment, faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est plutôt néfaste qu'autre chose. Donc moi, je me détache de tout ça. Sur Instagram, ça va, par exemple, tu vois. Mais par exemple, tu vas sur Facebook ou TikTok, je me fais insulter, mais des centaines de fois par jour. Donc quel intérêt j'ai à aller visionner des choses où il n'y a que du négatif, j'en ai pas. Donc je me détache de tout ça, j'y vais pas. C'est ma femme qui gère tous mes réseaux. Les réseaux, pour moi, ça m'apporte pas grand-chose, mis à part de la visibilité. YouTube, je considère pas ça comme un réseau social, je considère ça plutôt comme une plateforme d'information. Parce que sur YouTube, il y a aussi des conneries, mais il y a aussi... Enfin, moi, le premier, tu vois, demain, je veux faire de la maçonnerie. Tiens, comment on fait pour faire un crépi à la taloche? Tac, je vais aller chercher une information, tu vois. Oui. Et moi, je vis YouTube comme ça. Et je trouve que YouTube, c'est un endroit où on peut avoir énormément de savoir et de savoir-faire, où on peut apprendre, tu vois. Moi, je partage mes connaissances en mécanique, mais j'en absorbe aussi beaucoup. Par exemple, bon, maintenant, je sais faire pas mal de choses, mais tu vois, comme mes premières toitures que j'ai fait, j'ai été sur YouTube savoir comment on faisait une toiture. Ça m'a apporté beaucoup d'opportunités, et encore une fois, pas que. T'as des gens qui sont des opportunistes financiers et des gens qui sont des opportunistes du moment. C'est-à-dire que demain, tu m'invites sur un truc qui me passionne, tu vois. Je vais dire, ouais, trop bien, j'y vais, quoi. Il y en a, les opportunistes financiers vont dire, comment tu me payes pour y aller? Moi, j'ai fait des connaissances comme ça qui m'ont mené de fil en aiguille, juste par la passion, en fait. Tu vois, par exemple, l'entreprise BG Turbo, aujourd'hui, c'est devenu des amis. Je vais là-bas, je dors chez Bernard, on se fait des soirées pizza. Et en fait, on s'est rencontrés parce qu'au tout début de la chaîne YouTube, on était passionnés et ça a matché direct. Tu vois, il n'y a jamais eu l'ombre, et aujourd'hui, j'ai plus de 300 000 abonnés, il n'y a jamais eu l'ombre d'1 euro entre nous. On n'a jamais parlé argent et il n'y a jamais eu d'échange financier. Et en fait, j'ai eu des belles opportunités comme ça, et j'en ai aussi qui se présentent, tu vois, des gens qui ont voulu m'embaucher avec des salaires très attractifs. Mais j'ai dit, bon, je laisse ça si j'échoue ou si un jour j'ai envie de changer. Mais j'ai des belles opportunités. Ça m'a permis aussi de, tu vois, toujours à titre gratuit, mais d'aller visiter des usines de fabrication d'huile, de voir l'envers du décor, de te détacher de l'aspect marketing, de voir un petit peu ce qui se fait pas, comment on t'entourloupe dans un magasin et comment la compétition est faite. Tu vois, en fait, ça m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais eues si je n'aurais eu pas cette visibilité-là. Mais sans forcément le côté financier, parce que les 3/4 des déplacements que je fais, pour pas dire même quasi tous, il n'y a jamais de rémunération. Les seules rémunérations que j'ai, oui, je peux même dire quasi tous, parce que les seules rémunérations que j'ai, c'est sur de l'intégration publicitaire. Mais en vrai, les intégrations publicitaires, ça m'amène pas à grand-chose, mis à part du financier, du pécunier. Ce qui fait les souvenirs, c'est les rencontres. Et je préfère, alors encore une fois, on est dans une entreprise, donc il y a aussi ce côté financier, il faut aussi gagner de l'argent pour créer du contenu, etc. Donc tu en as besoin de ça. Mais je préfère 100 fois aller prendre 3 heures de train, aller à Marseille, voir des turbos de Bugatti,
Tu vois, en fait, c'est parce que ce que je fais, ça me passionne. C'est pour ça que je le fais. Il y a des gens, ils vont se lancer dans un truc pour gagner de l'argent. Et généralement, ça va pas très longtemps. Il faut allier les deux. Il en faut de l'argent, c'est une entreprise. Comme je dis à tous les haters que j'ai, une entreprise, si ça gagne pas d'argent, ça fait faillite. On n'est pas une association. Après, je pense que ça dépend aussi de toi, ta vision des choses, de comment Tatona, c'est argent, argent, argent. Et nous, on s'est toujours dit avec mon frère, tout ce qu'on a construit, on a dit nous, on fait pas un sprint, on fait un marathon. C'est-à-dire que nous, on veut continuer dans le temps et pas gagner beaucoup d'argent rapidement. Oui. C'est une vision. Si tu veux gagner beaucoup d'argent rapidement, tu vas être le pire escroc du monde. Tu vas prendre l'argent, tu vas vendre toutes les conneries à tes abonnés, etc. Parce que crois-moi qu'il y a des trucs qui payent vraiment beaucoup. Tu vas gagner beaucoup d'argent. Et par contre, la chute va être vraiment douloureuse. Si tu fais les choses de manière honnête, de manière détachée de cet aspect financier, bah, tu vas durer dans le temps, tu vas monter tranquillement en puissance et surtout les gens vont t'apporter une confiance qu'ils apporteraient pas forcément à quelqu'un qui va faire un sprint. Et du coup, cette confiance, faut la travailler, faut la maintenir et c'est cette confiance-là qui à la fin t'apporte des opportunités. J'ai eu des opportunités, tu vois, plus humaines avec des abonnés que j'ai rencontrés à 20, 25, 30 000 abonnés qui aujourd'hui sont des super potes et on part tous les ans au Mans ensemble, tu vois. J'aurais jamais rencontré ces gens-là. Donc tu vois, il n'y a pas que cet aspect financier, que cet aspect opportunité professionnelle, il y a aussi cet aspect humain. Et j'ai rencontré des entreprises comme Flat 69, jamais j'aurais pu mettre un pied là-bas si je me serais pas appelé GLB. Et aujourd'hui, c'est des gens avec qui je m'entends très bien. Dernièrement, j'étais au téléphone avec Bugatti. Donc j'espère que je vais pouvoir faire une visite chez Bugatti pour filmer. Et tu vois, en fait, c'est ce genre d'opportunités qui n'ont même pas de valeur d'argent, parce que ça me rapporte pas 1 euro, je demande pas d'argent, mais qui sont des choses où toute ma vie je m'en souviendrai. Monétiser sa passion, ça la protège ou ça la fragilise? Bonne question. Je pense qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que tu fais ça pour l'argent ou pour la passion? Je pense que si ça la fragilise, c'est que peut-être c'était pas ta passion. Parce que t'en as qui se trouvent des passions parce que ça rapporte. Si tu veux, moi demain, tout peut s'arrêter. J'aurai toujours mes bagnoles. Tu vois, la Ferrari qui est derrière, je la vois comme un investissement. J'ai mis 12 ans à me la payer. Je me la suis payée. Demain, ça peut s'arrêter. Elle est dans mon garage. Tu vois, elle prend quelques milliers d'euros par an. C'était mon kiff. Après, il faut aussi se cadrer. Tu vois, on est dans une société. Donc, pas dans une société environnementale, mais dans une entreprise. Une entreprise, t'as besoin de générer de l'argent parce que t'as des charges, t'as un contexte, t'as les bâtiments, tu as créé du contenu sur une voiture, c'est bien, mais bon, les voitures c'est pas gratuit. On en parlait juste à l'instant avec ton père, tu vois. Les gens pensent, ouais, le mec il a 300 000 abonnés, on lui offre tout. Ah non. Sur les bagnoles, la bagnole si on me l'offre pas déjà, faut que je l'achète. Jusque la logique. Les pièces, j'ai beau chercher, on m'offre pas de pièces. À l'exception des turbos où je bosse avec Bernard depuis très 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 longtemps et tu vois on parle pas d'argent. Par contre quand j'ai un besoin, il sait reconnaître la notoriété que je lui ai faite. Et donc il me dit écoute c'est pour moi, c'est cadeau. Des fois j'ai des avantages, c'est-à-dire que je vais avoir 10%, 15%, 20%, 25% de ristourne. Mais ça s'arrête là. Bien évidemment, il y a cet aspect financier parce que c'est une chaîne qui, pour produire du contenu, coûte très cher. Chaque fois que je bosse sur mes bagnoles, c'est un kiff, quoi. Ce que j'aime le moins, c'est, tu vois, ce qu'on est en train de faire là-bas, c'est bricoler sur une voiture pour démontrer qu'un produit fonctionne. Ouais. C'est-à-dire que tester le produit, j'aime bien, mais sur une voiture lambda, toi, c'est caricaturé, mais attends, tu galères à démonter la pièce, c'est pas fait pour être démonté, ça, c'est la mécanique qui m'énerve. Par contre, quand je bosse sur la Ferrari, sur la Mégane ou sur la Porsche, putain, tu vois qu'il y a quand même des ingénieurs derrière qui ont pensé, tu vois, c'est agréable, c'est des beaux moteurs, et là, je prends un kiff de dingue. Donc, comme dans tout métier, tu peux pas tout aimer, il y a des trucs que t'aimes plus et des trucs que t'aimes moins. Moi, je trouve pas que ça atténue la passion quand c'est une vraie passion. C'est le problème, hein. Les hybrides, les électriques, les voitures récentes, hein. Ouais, ça, j'en fais pas, moi. Heureusement. C'est quoi la partie la plus difficile dans l'exposition publique? Franchement, je trouve que les gens, alors physiquement, donc dans la vie réelle, les gens sont très corrects. J'ai eu une période où j'avais pas mal de haters. Je n'ai jamais eu une seule personne qui en face de moi m'a insulté. Parce que les gens, ils sont pas fous. Ils ont pas de courage. Une fois, j'en ai eu un, je me rappelle, au premier assaut que j'ai fait. Le gars est venu, il s'était pas inscrit, je l'avais accepté, etc. Et le mec, il a été craché sur ma gueule derrière. Je lui ai dit, je trouve que c'est gonflé, donc j'ai remis le contexte et je lui ai dit, par contre, ça serait courageux de ta part de venir me dire en face la même chose que t'as écrit sur internet. Mis à part cette expérience-là, jamais eu, au contraire, c'est plutôt des gens bienveillants. Alors tu vois, des fois il y a un peu le regard comme ça, tu vois, t'es au Burger King ou au resto, les gens ils te regardent, tu dis ouais il m'a grillé. Mais les gens après ils t'envoient un petit message sur Insta en te disant écoute je t'ai croisé, j'ai pas osé venir. Et là je leur dis ose, viens, je suis quelqu'un de normal. Après c'est normal que je vais pas te garder 15 minutes alors que je suis avec mes enfants et ma femme à table. Un serrage de main, un bonjour,
On est des gens sociabilisés, même de dans le supermarché, etc. Mais les gens, franchement, sont à 95% bienveillants dans la vraie vie. Le côté néfaste, je dirais que c'est, tu vois, c'est 5% de gens qui ont certainement jamais été inculqués du respect, qui débarquent chez toi des fois à 21h, 22h, tu vois, qui sonnent. Ça m'est déjà arrivé, ceux qui vont à ta clôture, qui prennent en photo, tu vois. C'est aussi pour ça que là où on habite, on est un peu excentré de tout le monde, parce qu'on avait avant notre ancienne maison, on était au bord d'une route, t'avais des gens, ils prenaient en photo mes voitures dans la cour pour me dire après j'ai vu que t'avais acheté ça, tu vois, et tu te dis si j'avais mes enfants dehors ou que je mettais une piscine, potentiellement, tu vois, il y avait ma gamine en maillot de bain ou ma femme en maillot de bain, est-ce que j'ai envie que ça se retrouve sur les réseaux? Non. Les réseaux sociaux, par contre, là on pourra en faire un long discours. Instagram, les gens sont plutôt bienveillants, c'est plutôt une belle communauté. Comme moi. Facebook, TikTok, on va dire que majoritairement, tu vois, t'inverses les rôles, tu vas avoir 80% de haters et 20% de gens bien. Je crois qu'en fait, les réseaux sociaux, ça sert à déverser la haine des gens. Aujourd'hui, je ne vois pas vraiment l'intérêt qu'a les réseaux sociaux, mis à part ça. Moi, je comprends pas. C'est que ces gens-là, certainement, ne bossent pas assez pour... Parce que moi, perso, quand je suis dans mon canapé et que j'ai 5 minutes pour aller sur les réseaux sociaux, j'ai pas 1 minute de plus pour aller mettre un commentaire sur un mec que j'aime pas, juste pour aller l'insulter. Donc, je pense que si ces gens-là mettraient la même énergie à juste aller travailler, ils auraient pas besoin d'être envieux des autres. Le problème, c'est que les gens aujourd'hui, il y a trop de social, ils sont trop habitués à ce qu'on leur fasse tout sous le cul, qu'ils ont du temps pour déverser leur haine, et que les gens aimeraient avoir ce que les autres ont, mais sans rien faire. Mettre la même énergie, donc que ce soit par le travail, par la persévérance, etc. Et le risque. Parce qu'on n'a rien sans prendre de risques. Quand tu crées une boîte, tu prends des risques. Moi, avec mon frangin, nos 2 baraques sont hypothéquées. Si on a un impayé sur un local pro, on a une caution personnelle. Demain, on va pas aller se tirer dans les pattes et aller essayer de descendre l'autre parce qu'en fait, nos 2 baraques, elles y passent. Et après, à l'inverse, il y a aussi les créateurs de contenu qui sur les réseaux donnent envie d'avoir ce qu'ils n'ont pas. Aujourd'hui, tu peux très bien louer un jet privé, faire genre ouais, je suis dans mon jet privé, alors qu'en fait c'est du flan. T'as payé 800 balles juste pour faire 30 minutes de tournage dans un jet privé. Moi, les réseaux sociaux, je trouve ça péjoratif et personnellement, je suis très détaché de ça. Je suis personnellement sur Instagram, Facebook, TikTok, je suis détaché, c'est ma femme qui gère. On reste humain et quand tu te fais insulter à longueur de journée, ça va te pourrir ta journée. Même si t'es blindé, parce que t'es blindé à la fin, mais tu peux pas dire que t'es indifférent. T'es obligé de te détacher de ça. Le succès t'a-t-il changé ou révélé? Moi, je n'estime pas que j'ai du succès. Pour moi, quelqu'un qui a du succès, c'est quelqu'un qui a des millions. Tu vois, tu prends un Johnny Hallyday, une Céline Dion, ça, c'est des gens qui ont du succès. Moi, j'estime que je suis peut-être un peu connu dans mon milieu. Est-ce qu'on peut appeler ça du succès? Du moins, je reste les pieds sur terre, je ne pense pas. Je sais pas, moi, au supermarché, t'interviews 10 personnes, est-ce que tu connais GLB? Si t'en as un qui dit oui, t'as de la chance, quoi. Alors, je vais sur un race automobile, effectivement, on peut parler peut-être de succès, parce que dans un race automobile, on est dans mon monde, donc on est dans mon milieu, donc je suis connu. Moi, je pense que le problème aujourd'hui de beaucoup de créateurs de contenu, c'est que dès qu'ils ont un minimum de notoriété, ils s'estiment avoir du succès. Qu'est-ce que c'est que le succès? J'estime travailler, que ça paye, que j'aide, je l'espère, beaucoup de personnes dans mon secteur, donc dans la mécanique. Tu vois, c'est comme si que demain t'avais une entreprise, tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires, tu dirais j'ai une grosse entreprise. Bah non, t'as des entreprises qui font des milliards. Ça, c'est des grosses entreprises. Quand t'as un Français sur 2 ou un Français sur 5 qui te connaissent, là on peut peut-être parler de succès. Quand t'as un Français sur 500 ou sur 600 qui te connaît. Donc changer ou révéler, je pense que ça m'a changé sur ma perception des réseaux sociaux, parce que je pense que tu demandes à 10 personnes aujourd'hui ce qu'ils en pensent de la loi qu'ils vont faire pour interdire les réseaux sociaux aux gamins, ils vont te dire 9 sur 10, c'est débile. Quand tu le vis de l'intérieur, je pense que tous les créateurs de contenu vont te dire c'est une excellente nouvelle. Moi je dis c'est très bien, mais faites-le dans 2 ans. Qu'au-delà du succès ou quoi que ce soit, je pense que ça t'ouvre l'esprit à quelque chose de plus grand et à une vision des choses différentes. Je rêverais, mais j'incite les créateurs de contenu, les influenceurs, appelle-les comme tu veux, à parler un petit peu de cette... de ce côté néfaste de ce que tout ça entraîne. Et aujourd'hui, t'as quand même de plus en plus de créateurs de contenu qui finissent par se suicider. Il y en a à 13 ans, il y en a à 20 ans, donc ça touche tout le monde. Et on en parlait en début de vidéo, qu'est-ce que c'est que l'école de la vie, tu vois, le forger le caractère. T'as des personnes qui ont jamais eu de difficultés, qui ont peut-être pas forcément d'entourage proche, des vrais amis, tu sais, ceux que quand t'es dans la merde, tu peux compter sur eux, qui mettent une page, ils montent un cul, une paire de nichons, pof, ils ont 3-4 000 abonnés, oh, ils se sentent plus, oh là là, je suis connu, j'ai 3-4 000 abonnés. On revient à la question du succès, qu'est-ce que c'est que le succès? 3 000 abonnés, bah ouais, mais c'est juste que cette personne-là, dans la vie, elle est peut-être un peu con, peut-être mal aimée, peut-être qu'elle a un complexe qui fait qu'elle a pas beaucoup de vrais amis, elle se sent pousser des ailes, elle continue parce que ça marche, c'est génial, j'ai plein de followers, j'ai des amis.
Sauf qu'à un moment, tu te prends la grande claque dans la gueule des réseaux sociaux, et là, tu te prends un déversement de haine. Et du coup, quelqu'un qui est fragile, qui se prend un déversement de haine, il y a personne qui l'entoure, sa seule porte de sortie, c'est quoi? À la fin. Et c'est pour ça qu'on en arrive à des dérives comme ça. Et tu vois, moi, j'ai aucun problème. Demain, des écoles me disent, tiens, on fait une conférence sur les réseaux sociaux. Tu vois, je pense que à partir d'un certain nombre d'abonnés, tu devrais avoir un nombre d'heures de prévention que tu dois faire par an. Tu vois, un peu du service civisme. Et je pense que ce serait vraiment intéressant pour montrer aux gamins un peu l'envers du décor. Aujourd'hui, devenir créateur de contenu, c'est, je pense, le rêve d'un gamin sur deux. Sauf qu'on n'a pas l'envers du décor quand on a 10, 12, 13 ans. On fait de l'art plastique à l'école, franchement, à un moment, faut vivre avec son temps. Je dis pas que c'est pas bien, il y en a qui font de l'art, hein, attention. C'est juste que si on prendrait peut-être 10 heures dans l'année sur un cursus scolaire à parler un petit peu de ces nouvelles activités et des risques, je pense que ça ferait pas de mal. Et aujourd'hui, je pense qu'on pourrait demander quand même à un créateur de contenu de prendre, je sais pas, 2-3 heures de son temps dans l'année pour faire de la prévention. Et ça me semblerait bien plus intéressant que de faire intervenir des profs qui sont détachés de ça et qui parlent d'un sujet qu'ils ne connaissent pas. Merci. Les comptes vont être fermés aux enfants de moins de 15 ans. Moi, vous allez quand même me voir, hein, parce que c'est pas moi qui est sur les réseaux. Déjà sur mon téléphone, je les ai même pas en fait. Et surtout que en fait le compte, il m'appartient pas à moi. Il y a mon image, mais c'est le compte de papa. Mais c'est parce que t'as la chance d'être encadré aujourd'hui par des parents qui ont conscience de ça. Si tu veux, les chiens font pas des chats, tu sais, c'est l'expression que j'utilise souvent. Quand t'as des parents qui sont dans le canapé comme ça, qui scrollent, qui ont rien à foutre et qui déversent leur haine, comment tu veux que ces gens-là éduquent leurs parents, enfin leurs enfants, à dire attention, les réseaux c'est dangereux, puisque c'est les premiers acteurs de ce déversement de haine. Ces gens-là vont dire ah c'est une honte, attends ils vont interdire à mon gamin, maintenant j'aurai mon gamin dans les pattes. Interdire aux enfants, c'est prévenir la génération d'après. Mais putain, il y a un sacré boulot à faire aux parents. C'est pas des gamins de 15 ans qui m'insultent. Hein. C'est des mecs qui ont entre 30 et 50 ans. Hein. Par exemple, sur Facebook, là où je me fais le plus insulter, c'est les vidéos qui me rapportent le plus. Allez-y les gars, moi, je vous le dis, allez-y, continuez à m'insulter, ça me fait plaisir. Mais en fait, c'est parce que ça génère de l'interaction et ça alimente les algorithmes. Au-delà d'interdire aux gamins de 15 ans, c'est que, je pense j'aurais eu 15 ans, j'aurais 15 ans dans ce monde-là, je l'aurais mal pris cette interdiction-là. Mais avec du recul et le connaître, je le vois différemment. Mais je pense que déjà, quand les gens ne pourront plus se cacher derrière un pseudonyme introuvable sur les réseaux, ils n'auront pas le même courage. C'est-à-dire que tu devrais avoir obligatoirement une pièce d'identité qui te permet, en cas de dénonciation, etc. Tu peux avoir un pseudo, tu peux t'appeler Diego, ce que tu veux, Yellowstone, ce que tu veux. Par contre, on a la preuve que derrière Diego et Yellowstone se cache telle identité de personne. Demain, tu pousses quelqu'un au suicide, on peut retrouver cette personne-là. Et comme ça, elle n'aura pas cette même impunité. Construire une entreprise, c'est difficile. Construire en famille, c'est encore plus délicat. Est-ce que travailler en famille, c'est une force ou un risque permanent ? Il y a un côté risque parce que aujourd'hui, donc je suis associé avec mon frère. En fait, on a plusieurs choses. C'est-à-dire que moi, j'ai mes entreprises à côté, mon frère a ses entreprises à côté, et on a des entreprises en commun. Donc on a plusieurs structures, on a plusieurs entreprises. Sur les entreprises qu'on a en commun, on a beaucoup d'investissements. Par exemple, les locaux qui est ici, on est en train d'ouvrir une salle de sport. On s'est diversifié sur plusieurs entreprises. Donc il y a beaucoup de crédit. Qui dit beaucoup de crédit dit beaucoup de sécurité pour la banque. Donc des hypothèques de maison, des cautions personnelles. T'as un risque important dans le sens où tout le personnel est mis en péril si le professionnel échoue. Un crash peut entraîner un crash complet, tu vois, du pro jusqu'au perso. Si on crache le pro, on crache aussi sa baraque, donc indirectement sa vie personnelle aussi. Donc il y a bien sûr qu'il y a une forme de risque et elle est omniprésente. À l'inverse, c'est aussi une force parce que, alors je pense que c'est peut-être pas le cas dans toutes les familles, mais il faut se faire confiance. Et je pense que la clé pour se faire confiance, c'est de pas se marcher dessus. C'est-à-dire que mon frère dans l'entreprise, il a une fonction, moi dans l'entreprise j'ai une fonction et l'un ne va pas sur l'autre. Et lui il va pas sur ma fonction, moi je passe sur sa fonction. Oui. Voilà. Et ça se passe très bien. Si demain je viens aller sur ses fonctions ou il vient aller sur mes fonctions, là c'est là où tu commences à te crocher parce que c'est pas toi qui fais ça, machin, etc. Et c'est là où après tu peux dériver. Donc aujourd'hui on bosse avec ma mère, ma femme, mon frère, donc on est 4 de la famille très proches. Être chef de famille, c'est un poids ou une fierté ? Chef de famille, c'est une fierté parce que je pense que quand tu construis quelque chose qui est palpable, qui est visible, t'as toujours une forme de fierté. Tu vois, autant t'es pas forcément fier de toi quand t'échoues, mais ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Par contre,
tu peux être fier aussi, et faut être fier aussi de soi quand tu prends des risques, que tu construis des choses et que ça marche. Si t'es pas fier de toi non plus quand tu bosses, que tu mets de la volonté, de l'argent et que ça marche, bon bah à un moment, voilà, c'est pas d'être prétentieux que d'être fier de ce que tu construis. T'as aussi le côté où bah t'aimerais faire plein de choses. Tu vois, moi je dis toujours, t'as soit le temps et pas l'argent, soit l'argent et pas le temps. Donc forcément, tu peux pas tout faire. Aujourd'hui, j'arriverais, tu vois, de pouvoir emmener mes gamins tous les week-ends au parc, au machin, mais j'ai pas le temps. Et on bosse comme des dingues. Donc il y a toujours une côté, tu vois, t'as un truc bien, mais t'as forcément un truc moins bien. Et en fait, tu peux pas avoir tout bien. On va dire que j'aimerais avoir plus de temps pour passer avec mes enfants, pour pouvoir sortir, etc. Mais qu'en même temps, mes entreprises me demandent énormément de temps. Donc, il faut trouver le juste compromis entre avoir du temps pour la famille et avoir beaucoup de temps pour les entreprises, parce que ça demande beaucoup de temps. Tu vois, les enfants aussi, ça dépend de leur âge. Mais nous, on construit beaucoup avec l'idée de céder à nos enfants. Donc tu vois, moi je fais un peu d'immobilier, l'idée c'est d'aider mes gamins plus tard, tu vois, on leur met de l'argent tous les mois sur le compte, ils le savent pas. Et l'argent ils l'auront que quand ils achèteront une maison, qu'ils auront besoin d'un apport. Derrière chez moi, je construis une extension, et cette extension là, la première chose que je fais c'est pour donner une habitation à mes enfants, pour quand ils démarrent de bosser, pouvoir se mettre de l'argent de côté. On fait beaucoup de choses aussi. Tu peux la reprendre? On va pas vite dessus. Donc en fait, on a peut-être moins de temps que certaines familles pour passer des moments en famille et tu vois, faire profiter nos enfants différemment. Par contre, à l'inverse, on est certainement beaucoup plus prévoyant de l'avenir de nos enfants. Tu vois, je dirais que pour l'instant, j'ai peut-être moins de temps à passer avec eux parce que je bosse énormément. Donc voilà, peut-être qu'ils m'en voudront, tu vois. En 40 ans, quand je serai plus de ce monde, bah ils seront peut-être contents que papa il a monté des entreprises, que papa il a acheté des biens immobiliers qui les aident dans la vie. Aujourd'hui, bah ils sont conscients qu'on travaille beaucoup, ils sont conscients que voilà, on essaie de faire notre maximum avec eux. Certes, on passe peut-être moins de temps que d'autres parents, et encore que nous on essaie de passer du vrai temps. Certains parents vont passer du temps devant la télé, je sais pas si c'est du vrai temps. À 15 ans, peut-être qu'ils nous diront ouais, vous êtes jamais là, etc. Et peut-être qu'à 30 ans, 40 ans, ils se diront ah bah putain, en fait si aujourd'hui on en est là, c'est parce que papa bah il a bossé dur, que papa il a acheté des maisons qu'il a fini de payer et qu'il nous a donné, que papa il a investi de l'argent avec tonton dans les entreprises. Mais nous en tant qu'adultes, on sait que bah forcément on se prive de choses qu'on aimerait faire aujourd'hui parce que les enfants sont petits, que demain on fera peut-être des choses qu'on pourra plus faire mais qu'on aura du temps. Tu vois, peut-être que dans 10 ans bah on aura beaucoup plus de temps parce que les entreprises seront stabilisées, on pourra partir 15 jours au sport d'hiver avec nos enfants. La vie fait qu'on peut pas tout faire, voilà. As-tu déjà eu peur de décevoir les tiens? Moi je suis un peu taré. Donc j'ai la chance quand même d'avoir ma femme qui me laisse assez libre là-dessus. En fait, je suis quelqu'un qui fonce. J'ai une idée, je vais passer des nuits blanches à réfléchir à cette idée-là, et en fait, je ne veux pas reproduire la même erreur que mon premier échec, où j'y suis allé sans réfléchir. Et du coup, je réfléchis, je calcule, des fois je passe des nuits blanches comme ça. Par contre, quand je décide d'y aller, c'est que le truc il est mûr. Pour te donner des anecdotes de nos débuts, la première fois on achète un terrain, donc je construis ma maison, etc. Je fais Loxam, Kiloutou pour en citer plusieurs. 800 balles la location de l'appel, un VSD quoi. Je dis c'est pas possible et tout. Donc j'ai carrément un jour je lui ai dit je vais acheter un tractopelle. Il me dit comment ça? Et j'ai pris un transporteur, j'étais chercher un tractopelle à l'autre bout de Paris, etc. J'ai acheté un tractopelle, j'avais 20 ans, quoi. T'as la moitié des femmes qui auraient dit, mais tu rigoles, quoi, tu vas pas acheter un tractopelle, c'est quoi ta connerie, etc. Et en fait, elle me fait confiance, et elle me suit un peu elle se dit, bon, s'il le fait, c'est que normalement, il y a réfléchi, tu vois. Je ne fais rien sans y avoir longuement réfléchi et calculé. C'est aussi une preuve de confiance, qui fait que non, j'ai pas peur de décevoir parce que je fais tout pour ne pas décevoir, et que si je viens à décevoir, c'est pas quelque chose que j'aurais volontairement fait. J'ai appris de mon erreur où j'y suis allé tête baissée et que j'ai coulé pour plus refaire, et donc si ça doit arriver, j'aurais pas de regret du moins. Quand tu prends une décision difficile, tu penses d'abord à l'entreprise ou alors à la famille? Les deux sont liés en fait. C'est ce que maman elle a dit. Les deux sont liés parce que bah comme je t'ai dit, l'entreprise, tu peux pas dire bon bah allez hop, cette fois-ci on s'en fout de l'entreprise, on pense à la famille, parce qu'en fait l'entreprise c'est la famille, on est une entreprise familiale. Si demain je dis vas-y, la société rien à foutre, je la fais couler, bah ouais, sauf que je fais couler la boîte et je vends ma baraque. Donc du coup, bah avec ma famille on se retrouve dehors. Donc en fait les deux sont liés, c'est-à-dire que ce soit moi ou mon frère, quand on pense à l'entreprise, on pense déjà à pas se mettre personnellement en danger. Et on mesure le risque. Tu vois, ici on a acheté un peu plus d'1 200 000 €. Donc quand tu demandes ça à la banque, tu vas pas avec les deux mains dans les poches et puis tu vois, et la banque elle dit ok, du coup je peux prendre quoi chez vous?
Si jamais vous payez pas, qu'est-ce que je peux prendre chez vous? Donc après, tu négocies avec la banque. Donc voilà, il y a une maison qui s'appelle PTK, t'as les cautions personnelles. Donc les cautions personnelles, ça veut dire qu'en gros, une fois qu'ils ont tout pris, ce qui reste à payer personnellement, c'est cette somme. Les voitures, ces voitures-là, par exemple, tu les avais avant... Avant l'achat ici ou avant la création? Avant l'achat ici. Oui, j'avais les Donc, voitures. t'as pu quand même mettre ça... Alors, peut-être pu aider quand même. moi, cette voiture-là, c'est ma passion, c'était mon rêve, mais c'est aussi une sorte d'investissement. Demain, je paye pas ma maison. Bon, bah, deux possibilités. Soit je la vends, je récupère cet argent-là et je paye ma maison. Soit, tout simplement, la banque va dire, bah, écoutez, sur la fiche patrimoniale, vous avez dit que vous avez ça. Bah, écoutez, maintenant, c'est à nous, quoi. Tu vois comment c'est le poker quand ils disent, je mets tout sur la table et tu vas au bluff. Moi, je sais pas jouer, mais oui, je vois. Et bah, c'est un peu, alors nous, on n'y va pas au bluff, tu vois, mais c'est un peu la même chose. C'est, je veux avancer professionnellement. Bah, ok. Je suis confiant, j'ai réfléchi au truc. Je mets tout sur la table parce que je crois en mon projet. Voilà. Et en gros, c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Maman, ils font pour moi. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir, quoi. Ma génération veut aller vite. Lui, il a construit dans la durée. Il est temps de confronter les visions. Ma génération veut aller vite. Est-ce que pour toi, c'est un problème ou pas? Ouais. Je suis d'accord. Pourquoi? Parce que tu peux pas aller vite et acquérir tout le savoir, toutes les compétences. Quand tu vas trop vite, tu grilles les étapes. Et la réponse, elle est toute faite. Enfin, du moins de mon point de vue. Tu vois, ma mère, elle partait 6h30, 7h au boulot, elle rentrait à 19h. La télé, bah, t'avais 6 chaînes à la télé. Il n'y avait pas de dessin animé, tu regardais pas la télé. Point barre, avec les discussions, elle était finie. T'arrivais au collège, t'avais un téléphone, il te servait à téléphoner, à envoyer des SMS. Tes parents, ils te donnaient pas 20 balles, t'avais pas 200 SMS. Donc en fait, t'étais naturellement obligé de découvrir la vie. On sortait, on prenait les vélos, on allait jouer au foot avec les gamins, tu prenais des pelles, t'apprenais l'école de la vie. Votre génération, elle a accès à tout de suite. L'exemple parfait. À l'école, t'avais interdiction à la calculatrice, sinon tu trichais. Maintenant, t'as interdiction à ChatGPT. Enfin, tu vois le niveau quand même. La calculatrice, fallait quand même faire ton machin, racine carrée de machin, tac, 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 tac. Déjà, il fallait pas se planter, quoi. Aujourd'hui, tu vas sur ChatGPT, tu fais, je voudrais la réponse de cet exercice-là, t'as plus qu'à recopier, t'as fini de voir. Donc, en fait, on n'a plus de réflexion, on n'a plus de recherche d'informations, et on a de l'information tout de suite rapide sans la vérifier. Et moi, je vois avec mes gamins, tu vois, je leur ai interdit Netflix, parce qu'en fait, ils ont le choix, et ils deviennent capricieux. Je leur dis maintenant, c'est TF ou Gulli. Alors, je fais pas de pub, hein. Mais parce qu'en fait, je veux leur apprendre qu'ils ont pas ce qu'ils veulent quand ils veulent. Ils ont ce qu'on diffuse quand c'est diffusé. Tu veux regarder ton dessin animé préféré? Tu te lèves, tu finis de déjeuner. C'est pas, de toute façon, je m'en fous, je le regarderai à l'heure que je veux. Tu vois, avant, tu restais à table, c'était comme ça. Maintenant, les gamins, et les miens les premiers, hein, c'est compliqué de les garder à table parce qu'il y a tellement de trucs le téléphone, l'ordinateur, le machin, le truc. Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais gamin, tu mettais la cassette dans le magnéto et t'écoutais la musique dans ta chambre. T'as vraiment une évolution de la vie à cause de la technologie qui est à mon sens néfaste, qui fait qu'aujourd'hui t'as plus besoin de te faire chier à réfléchir parce que hop, ça tombe. Sauf que ton cerveau ne fonctionne pas et donc le jour où ça tombe plus, ah bah t'en fais des débiles. Tu prends quelqu'un qui à chaque fois il va sur le chat GPT, tac tac tac. Ok, bah j'ai la réponse. Ah, il peut se prendre pour un avocat le gars à taper sur le chat GPT. Hein. Par contre, tu le détaches de ces aides-là. Il sait plus parler parce qu'il sait plus aller chercher l'information. Il sait pas réfléchir parce qu'il a pas besoin de réfléchir. Et surtout, il va être frustré parce que l'information, il la veut tout de suite. Il a pas besoin de la comprendre, il a pas besoin de la chercher, il la veut tout de suite. Et les gens n'arrivent même plus à se parler parce qu'ils sont tous convaincus. Selon le script que tu fais à chaque GPT, t'as une réponse différente. Ils sont tous convaincus d'avoir la meilleure des réponses. Sauf qu'il n'y en a aucun qui a fait une recherche croisée en se disant, bah pourquoi il me dit ça? Peut-être qu'il y a un article de loi, peut-être qu'il y a ci, peut-être qu'il y a ça. Ils sont tous convaincus d'avoir raison. C'est pour ça que, pour moi, il faut développer soit sa curiosité, soit elle est déjà innée, papa il est inné, il s'informe, voilà. Il demande des statistiques, des études, et moi je l'assume, je suis pas curieux de nature et je cherche pas trop à être curieux. Non, en fait, je coupe là du coup. Oui, non, mais... C'est pas que t'es pas curieux, c'est que t'es fainéant. Tout ce qu'on fait là, c'est parce que t'es curieux. D'aller faire de la mécanique avec moi, de machin et tout, c'est parce que t'es curieux. T'aurais tendance à vouloir te simplifier la vie et à brûler les étapes. À brûler les étapes. Exactement. Tu parlais de sortir de table à la maison, c'est genre déjà, on s'attend pour manger, on se tient bien, on sort de table quand tout le monde a fini, on prend les serres quand tout le monde a fini. La base. C'est bien, tu vois, même moi, ça, j'ai du mal à le faire avec mes enfants.
Donc tu vois, je suis conscient, mais parce qu'ils sont encore une génération après toi, je ferai 1/10 de ce qu'ils font. Mon père m'aurait déjà mis une claque. Et quand je leur dis, mais va pas trop loin, parce que moi, pour 10 fois moins que ça, je peux te dire que j'ai été puni, mais c'était pas 1 heure dans ma chambre, hein, c'était la semaine. Et en fait, tu vois, chaque génération, je pense que t'as un écart qui se creuse, un fossé. Les gamins, ils savent plus rien faire de leurs 10 doigts. On a longtemps décrié les métiers du manuel. Ah ouais, tu veux être couvreur, ah ouais, tu veux être maçon. Sauf que là, avec tous les IA, les machins, c'est les seuls mecs qu'on pourra pas remplacer. Ça devient les seules catégories de métiers où on n'a pas des feignants. Prends un couvreur, prends un maçon, regarde, mais leur travail, il vaut de l'or. Hein. Et aujourd'hui, les métiers du manuel, les boulangers, etc., gagnent très bien leur vie quand ils sont bosseurs. Parce que, c'est des métiers où il y a de moins en moins de gens qui veulent y aller parce que c'est dur physiquement. Et la génération qu'on est en train de fabriquer, c'est une génération d'assistés. Et on en fait des gens qui savent pas se servir de leurs 10 doigts sauf sur un clavier. Et je pense qu'on a cette même discussion dans 10 ans. Et tu vas voir que pour construire une maison, les maisons, on aura toujours besoin de les construire, on aura toujours besoin de les rénover. Aujourd'hui, tu appelles une boîte dans le TP, dans la maçonnerie, etc. Les 3/4, ils viennent des pays de l'Est. Hein. Il y a plus de Français qui bossent. Hein. Qu'aujourd'hui, un pays développé a accès à des choses peut-être plus pointues en termes de technologie, qui, à mon sens, n'est pas forcément bénéfique pour la société. Certains parents, même certains enfants, vont dire en voyant cette vidéo, je vais dire mais c'est vous et papa et maman, ont une vision trop ancienne. Oh, dis, non, je pourrais te parler de mon père, là, ce sera ancien. Non, c'est juste que vous avez eu un bond technologique, vous avez l'impression de tout savoir parce que vous avez accès à une information rapide, alors qu'en fait vous ne savez rien et l'information que vous avez est à moitié vraie. Tu as une information qui est vraie, mais dans un contexte précis, et le contexte c'est toi qui l'as donné. Donc en fait, si chacun donne sa version, quand tu racontes une histoire, tu te bagarres avec un gars. Il y a 2 vérités, il y a la tienne et la sienne. C'est le mix des deux qui font la vraie vérité. Et quand toi tu vas demander une réponse à ChatGPT ou je ne sais quoi, parce qu'on parle de ChatGPT, il va te donner la réponse que toi t'attends avec ce que tu lui as écrit. Ouais. Mais si moi je lui pose la même question, mais avec ma version, je vais avoir une autre réponse. Du coup, tu vas pas t'informer parce que tu penses savoir, tu vas pas chercher parce que t'as l'information qui vient. Et en fait, on perd tout son fonctionnement du cerveau, ne serait-ce que mes parents, ils aient les calculs posés sur des feuilles. Moi, ma génération, c'était ringard de faire poser les calculs, tu vois. Vas-y, la calculatrice, quoi. Ça a été prouvé par des scientifiques. La génération Z, moi je sais même plus si je suis quelle génération, j'en ai plus aucune idée. Mais c'est la génération, la seule, qui est moins intelligent que les parents. Et moi je me souviens quand on était à l'école, les profs disaient utilise pas la calculatrice, ton cerveau il fonctionne pas. Qu'est-ce qui construit vraiment une réussite durable? Je pense que dans notre milieu, sur les réseaux, je pense que la réussite sur le long terme, du moins si on veut espérer avoir une réussite sur le long terme, je pense que c'est déjà l'honnêteté. Être honnête, parce que c'est quand même les gens qui nous regardent, qui nous font confiance. Donc si tu les entourloupes, bon, les gens sont pas cons non plus, malgré qu'on a parlé de la génération Z, mais les gens sont quand même pas cons. Et tu peux les entourlouper 1 fois, 2 fois, mais comme dirait Jeff Tufts, pas 10. Honnête avec les gens qui nous suivent et qui nous amènent là où on est, parce que encore une fois, les gens me disent merci, mais moi je leur dis merci parce que moi je crée du contenu, mais s'ils le regarderaient pas, ça servira à rien. Être honnête avec soi-même, pas prendre le melon. C'est-à-dire pas changer de sphère, tu vas savoir d'où on vient, comment on en est venu. Moi, ma réussite, ça sera peut-être dans 10 ans. Pour l'instant, je considère pas que j'ai réussi parce que j'ai beaucoup de crédit à la banque. Moi, je te dis que tu as réussi. Des gens vont surfer, on en parlait tout à l'heure de l'image, des gens aussi qui abusent de cette image-là. Tu peux flamber, tu vois, je pourrais flamber pour dire bâtiment, machin, etc. C'est bien, mais en vrai, aujourd'hui, si là, un instant T, ça s'arrête, le bâtiment ici, j'ai pas assez remboursé, j'ai payé peut-être des intérêts, c'est tout. Donc, pour répondre à la question de manière synthétisée, qu'est-ce qui amène à une réussite durable? Je pense que c'est la motivation, la persévérance, remercier les gens qui t'entourent, remercier les gens qui t'aident à en arriver là, donc en l'occurrence ma communauté, savoir d'où tu viens, savoir qui tu es, savoir où tu vas. Et c'est ce qui va te donner la motivation de finir de payer tes crédits pendant 10 ans. Quelle a été ta plus grande désillusion? L'envers du décor. Quand tu vis ce monde-là de l'intérieur, tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de gens qui se font une image qui n'est pas la leur, qui s'inventent une image. Alors tu peux t'inventer un personnage, comme un peu toi finalement. Non, pas du tout. Non mais enfin, quand je dis que tu t'es inventé un personnage, tu t'es créé un pseudo avec ton style. Oui. Excuse-moi, je reprends, t'as inventé un personnage, mais un personnage des réseaux. Connais pas d'autres gamins de 13 ans avec ton style. C'est ça que je veux te dire. Donc soit tu mets ton personnage sur les réseaux, soit tu crées un personnage. Et dans ce cas-là, tu deviens un acteur. Mais t'as des gens qui vont créer un personnage pour plaire aux gens, alors que derrière c'est les pires des
enculé, quoi. Alors, désolé, tu me mettras un bip si... voir un petit peu la fourberie humaine. Et moi j'appelle ces milieux-là le mini showbiz. Alors attention, pas tous, faut pas tous se mettre dans le même sac, il y a des gens très bien. Mais t'en as qui vont par leur petite notoriété se sentir pousser des ailes, se sentir une grande personne. Tu démarres comme ça, t'es pas cadré, t'as pas d'agence, t'as pas quelqu'un qui va gérer ton image, t'as pas tout ça. Quand t'es tout seul et que tu t'estimes célèbre avec 10, 15, 20, 50 000, 100 000 abonnés, ben en fait t'as que ton propre ego. Donc si ton ego il est plutôt mal placé, et ben en fait tu peux devenir le pire des enculés. T'as quand même une bonne partie des gens qui ont un ego qui est comme ça et qui une fois la caméra allumée vont se donner un genre et puis derrière ça va être coup de poignard, tu vois. C'est quand même un milieu où des coups de couteau t'en prendras quand même, quoi, même si t'as rien demandé. Je pense à certaines personnes, mais je vais pas les citer. Je ne vais absolument pas les citer. En fait, moi je vais te donner aussi un frein, c'est que c'est très bien pour te préserver toi, de te cacher derrière une paire de lunettes, etc. Mais ça peut être aussi un frein à l'identification de ce que les gens pensent. Tu vois, ils n'arrivent pas à identifier la personne qui se trouve derrière. Tu vois, ne serait-ce que de porter peut-être des lunettes transparentes. En fait, ça permettrait de s'identifier à quelqu'un. Après, moi, je me cache pas vraiment. Enfin, je me cache pas du tout même derrière mon chapeau, mes lunettes, parce que je poste des photos de moi. Enfin, papa. Plutôt. Poste des photos de moi sans chapeau, sans lunettes. Essaye de mettre, même si t'as, je sais pas, c'est les lunettes de vue ou c'est que pour le style? Ah non, c'est que pour le style. Sans lunettes, sur quelques vidéos, ou de tenter avec des lunettes type transparentes. Tu vois, si c'est que pour le style. Pour que les gens puissent avoir, tu vois, capter ton regard. Tu vois, déjà, juste moi là, j'ai du mal à capter ton regard. Derrière une caméra, ils le voient pas. Et en fait, c'est con. Mais c'est le côté identifier le regard dans les gens, c'est la première chose que tu regardes. Quand le mec, tu vois qu'il te baratine, tu le regardes sa bouche ou tu regardes ses yeux. En fait, c'est important dans le lien que t'as avec la caméra. Mais tu sais, quand tu regardes la caméra, l'expression c'est le visage, mais c'est les yeux. Hein. Vous avez raison. Oh, mince. Demain, si tout s'arrêtait, qu'est-ce qu'il te resterait vraiment? Ma liberté de penser, non? J'ai bien donné aux impôts, hein, de leur dire prenez ma femme, mes gosses, le frigidaire, tout, mais ils en ont pas voulu. Ils ont juste voulu mon compte en banque. Peut-être que je revendrais tout et ça me permettrait de pouvoir revenir à une vie normale, certainement plus calme, de l'argent, parce qu'aujourd'hui mon argent elle est pas palpable, mais si demain je vends tout, elle deviendrait palpable puisqu'elle serait sur mon compte. Donc je pense que si vraiment j'arrêtais tout à un instant T, je vivrais mieux que maintenant. Par contre, si je devais tout perdre, tu vois, donc vraiment, admettons que tout s'écroule, je perds une entreprise, je sais pas, tiens, demain on rentre en guerre, tout se casse la gueule, l'économie se casse la gueule, bah je pense que je prendrais tout le temps que j'ai pas eu pour aller voir autre chose. Je prends mon camion et je pars à la Justin Ebi, tu vois, ne serait-ce que pour faire découvrir des choses à mes enfants, pour moi découvrir d'autres choses, peut-être pour me donner des envies de rebondir sur autre chose, peut-être pour me barrer du pays. Donc je pense que si vraiment je devais tout perdre, mais vraiment tout perdre, je pense que je partirais peut-être 1 an pour découvrir ce qui se fait ailleurs et comment rebondir et où j'aurais envie de rebondir. Donc la question elle est mitigée, si je devais tout perdre ou si tout devait s'arrêter, c'est pas la même chose. T'avais un truc à nous montrer? Tu veux parler de quoi? De la transparence jusqu'au bout? Alors attends, je vais juste cacher... mais après t'es pas obligé. Tu vois, je vais juste cacher mes informations personnelles, mais tu vois, aujourd'hui, quand je te dis aujourd'hui on capitalise, ça veut dire quoi capitaliser? Ça veut dire que oui, les entreprises fonctionnent, oui, les entreprises génèrent de l'argent, mais l'argent, comme je viens de te le dire, elle est pas palpable. Ça veut dire que j'ai pas des dizaines de milliers d'euros sur mon compte, je gagne pas 10 000 balles par mois. L'argent qu'on gagne, elle est remontée via des holdings pour la redescendre dans d'autres entreprises. Par exemple, on a une SCI pour les bâtiments, on remonte de l'argent dans la holding qui redescend dans la SCI qui te permet d'acheter un nouveau local. Voilà. Aujourd'hui, tu vois, moi j'ai rien à cacher, je me paye au SMIC parce que l'argent que je génère, je la préfère la remonter dans ma holding, investir dans de l'immobilier et assurer mon avenir. Mais là, je gagne un SMIC, bah ouais, ça fait chier, tu vois. Des fois, j'aimerais bien me payer un truc, je me dis, ah putain, c'est chaud, bah ouais, on est obligé de compter, tu vois. On fait les courses, on compte, comme tout le monde. Mais c'est un choix de sprint. Tout de marathon. Le sprint, c'est je me verse 5 000 euros par mois et c'est génial, j'en paye 10. Voilà, je touche 1 229 euros et ça coûte 1 800 euros à mon entreprise. Si je m'en verse 5, ça en coûte 10. Sauf que derrière, j'ai pas d'argent pour créer du contenu parce que je vais tout cramer dans les charges sociales. Donc, contenu moins intéressant, les gens, c'est moins intéressant de suivre la chaîne, etc. Imaginons que j'ai 5 000 euros qui tombent sur le compte, bah tu cèdes plus facilement à la tentation. Tu vois, tu vas avoir envie de t'acheter
une bagnole, tu as envie de t'acheter, je sais pas, un vélo. Là, je me rends au vélo. Tu vas Acheter avoir... quelque chose à ton fils ou à ta Voilà, fille. tu vas craquer ou à ta plus femme. facilement parce que c'est palpable. Je vis au minimum, je vis comme, je pense, 3/4 des gens qui me regardent, peut-être même moins bien que certains qui me regardent. Par contre, j'investis tout. Sur les autres entreprises qu'on a, je ne touche pas 1 euro, je ne suis pas salarié. Donc je paye mes salariés, mais sur My Little Garage, sur Easy Garage, je ne touche pas 1 euro de ces entreprises-là. On a tous des salaires modestes qui nous permettent du coup de générer du bénéfice. Ce bénéfice-là, on le remonte dans une holding que j'ai avec mon frère et on le redescend vers 2 possibilités, soit de l'achat immobilier comme on a fait là il y a 1 an pour acheter des nouveaux locaux, soit on entreprend, donc on construit ou on rachète d'autres entreprises pour se diversifier. Donc là on est en train de monter une salle de sport, on va ouvrir un garage, une boîte dans l'aménagement de garage, on a une boîte de e-commerce et en fait on multiplie les investissements pour plusieurs raisons. Si tu as la chance que tous ces investissements fonctionnent, bah tu génères encore plus d'argent qui te permet de générer encore plus d'investissements et donc le fameux marathon plutôt que le sprint. Dans les 10 investissements que tu en as fait, tu en as 3 qui se cassent la gueule. Bah, il t'en reste quand même 7. Donc voilà notre façon de fonctionner et moi j'ai toujours été transparent et je le suis toujours et tu vois, ça me pose aucun problème de parler d'argent. Eh ben, je te remercie énormément pour ta transparence et d'avoir répondu aux questions, franchement. Eh ben écoute Diego, merci à toi d'être venu. Merci. Et puis, je te souhaite le meilleur pour la suite. Et ben, à toi aussi. Bravo. Bah merci à toi. C'est ouf.